Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Thales? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, Thales, ici, on en a parlé voilà, il y a 8 mois ici, d'accord? Donc, on avait fait une analyse ici sur Thales, on avait pris certaines informations ici et on était tombé sur une valorisation entre 67 euros à 17 fois les bénéfices et 88 euros à peu près, disons 89 euros, à peu près à 22 fois les bénéfices. Et quand on faisait à peu près cette analyse-là, le prix de l'action était aux alentours des 100 euros. Mais je vous ai également mentionné ceci. Bien que le prix de l'action, bien que l'action ne représente pas une opportunité d'investissement extraordinaire, le prix actuel, donc de 103 euros, n'était pas mauvais non plus. Et qu'en supplément de ça, Thales pouvait connaître une excellente année, d'accord, notamment avec la situation actuelle. Et j'avais également, voilà, encourager ceux qui détenaient les actions de Thales ici à les garder, surtout si vous les avez achetées aux alentours des 75, 80 euros, 60 euros par là. Donc, surtout ceux qui ont réussi à les acheter aux alentours de 2020, 2021. Donc, entre 60 ici et 80 euros par là. Donc, vous pouvez garder, enfin, je vous encourage à garder vos actions. Et 8 mois plus tard, Thales aujourd'hui cote à 121 euros. D'accord. Donc, c'était plutôt une bonne affaire pour ces personnes-là. So, maintenant, Thales à 121 euros, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est toujours, voilà, est-ce qu'il y a une opportunité ici? Est-ce que, voilà, l'action est devenue plus intéressante que ce qu'elle l'était précédemment? Ce sont des questions auxquelles on va essayer de répondre en date d'aujourd'hui, mais toujours en se basant sur les états financiers ici. Je rappelle toujours que si vous voulez investir avec conviction, il faut absolument lire vos rapports financiers parce que les chiffres ici, c'est bien, mais il faut donner vie à ces chiffres-là. Pourquoi on prend 5% de marge? Qu'est-ce que le management dit? Est-ce qu'il prévoit augmenter ces marges-là? La dette nette, elle est à quel niveau? Est-ce qu'on prévoit la diminuer, en prendre plus? Est-ce qu'on a fait une acquisition? Ce genre de choses. Comment se passe, comment se porte l'environnement enfin, sur le plan ici compétitif, d'accord, comment ça se passe pour l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait de mieux que les compétiteurs, est-ce qu'il y a un risque à court terme, moyen terme, donc il est très important de lire généralement les rapports financiers. Donc ici, nous, on prend un raccourci, on va directement sur les états financiers, ici on parle de chiffres, mais je rappelle toujours une chose, les chiffres doivent aller dans le même sens que ce que le management dit ou bien par rapport aux perspectives qu'il présente ici, ok? Donc, il faut toujours aller regarder les rapports financiers. Donc, comme d'habitude, on va suivre le plan. OK? Le revenu ici de Thales est de combien? Je rappelle ici qu'on avait pris un revenu ici issu de ce que Thales a connu en 2019. OK? Je rappelle également que Thales a eu des revenus en berne en 2021 ici. C'est normal. 2020-2021, notamment par rapport à la pandémie, ok? Mais quand on dézoome un tout petit peu, on se rend compte qu'en 2019, on avait des revenus à peu près de, voilà, 14, je pense à peu près aux alentours de 18 milliards 400, si je ne me trompe pas. 18 milliards 400. Actuellement, on est à 16 milliards. Enfin, sur les 12 derniers mois, nous sommes à combien? Sur les 12 derniers mois, nous sommes à 16 milliards 778, d'accord? Mais attention, quand je dis 12 derniers mois, c'est jusqu'au mois de juin 2022. Ici, je veux regarder, les analystes s'attendent à voir à peu près combien en termes de revenus cette année-ci, tout en mentionnant que voilà, il y a de grandes chances qu'on revienne à des revenus ici qu'on a connus en 2019. C'est d'abord ça le premier objectif, au-delà même d'aller regarder la croissance, ok? Parce que s'il n'y avait pas eu la pandémie, cette compagnie-ci aurait toujours eu une croissance, voilà, assez correcte ici. Donc 18 milliards 400, c'est ce qu'on avait en 2019. Et ici, les analystes pensent qu'en 2020, en 2022, on sera plutôt à 17 milliards 520, d'accord? Et en 2023, on s'est à 18 milliards 750. Je prendrai toujours le 18 milliards 400. De toutes les façons, on s'en va vers là, ok? Que ce soit plus l'année prochaine ou au moins. Enfin, il faut au moins que ce soit à ce niveau-là. Donc, je prends déjà le 18 milliards 400. Croissance, si je ne mets pas d'informations, même si on peut remarquer ici qu'avant la pandémie, on avait quand même une légère croissance, d'accord, une toute légère croissance ici. Donc, il faut également mentionner qu'elle a fait une acquisition entre-temps, donc ça peut impacter ici la croissance de manière positive. Mais si on regarde ici le niveau de croissance sur les 10 dernières années, qu'est-ce que nous avons? Nous avons à peu près 2% de croissance, ok? Sur les 7 dernières années, nous avons à peu près, avant la pandémie, on avait à peu près 2% de croissance. Sur les 3 dernières années, avant la pandémie, on avait à peu près combien? Donc, si on prend avant la pandémie ici, en 2019, ici, on avait à peu près aux alentours de voilà, 7% de croissance. Donc, on peut se dire qu'il y a une certaine croissance ici,
D'accord? Mais cette croissance également, il faut regarder la spécificité de la croissance ici, elle est due à quoi? Acquisition, manière organique, on voit ici que c'est un mix des deux. Elle a surtout fait une grosse acquisition en 2019, je pense que ça c'est Gemalto, un truc comme ça. Donc ça c'est une acquisition. Donc en termes de revenus ici, l'information est là. En termes de croissance, vous savez où est-ce que vous devez la trouver, d'accord? Maintenant, je vais me concentrer au niveau des marges ici. Donc je prends les marges de free cash flow et les net income. OK? Donc, net income ici, juste pour vérifier si on parle le même langage. J'aimerais avoir les net income et les free cash flow allant dans le même sens. Et s'ils ne vont pas dans le même sens, je dois lire les rapports financiers pour savoir pourquoi est-ce que c'est différent. Ici, on remarque à partir de, voilà, les net income, on peut se dire qu'on va dans le même sens, mais actuellement, les free cash flow sont bien plus élevés que ça. C'est un peu trop élevé même à mon goût les derniers mois ici. Donc, je ne pense pas que ce soit déjà très durable ce qu'on voit ici. Ça peut être dû, voilà, ça peut être dû à plusieurs choses ici, hein, d'accord? Donc, il y a de grandes chances qu'on revienne au niveau de la moyenne, d'accord? So, je vais prendre les net income ici, tout en comparant toujours, les analystes s'attendent à voir à peu près combien en termes de net income, d'accord? Tout d'abord, je regarde ce qu'on a eu précédemment, d'accord? Et je rappelle que sur la dernière vidéo, on avait pris des marges de 5%. Donc, sur les 20 dernières années, sur les marges nettes, on est à 4,21%. Parce que ce secteur-ci également, il faut dire une chose, c'est que c'est un secteur à capital intensif, ok? Même s'il y a des marges qui sont assez élevées, c'est un secteur également à capital intensif. Donc, généralement, la dépréciation, amortissement ici est généralement réinvesti ici en dépenses en capital, ok? Donc, il y a également un segment logiciel, etc. Donc, il faut juste prendre, c'est juste un raccourci ici, ok? Donc, sur les 10 dernières années, on avait des marges de 5,5%. Sur les 5 dernières années, on avait des marges de 5,68%. Et sur les 3 dernières années, on avait plus 5,19%. Rappelez-vous, sur la dernière vidéo, on avait pris à peu près 5%. OK? Donc, ici, je pourrais prendre ici le 5,68%. D'accord? Donc, on aura une légère majoration. D'accord? Une toute légère. Donc, on va juste prendre ça ici, juste pour que vous puissiez bien voir ça. Les marges ici. On met ça là. OK. Donc, je vais les mettre annuellement. Donc, quand je mets annuellement, on s'arrête ici en 2021. Donc, ça ne prend pas en considération 2022. Donc, ici, 10 dernières années, 5,5. 5 dernières années ici, 6% même sur les 5 dernières années. Je dis bien sur les 5 dernières années, mais vous constatez que 2021, ici, si on prend ça sur les 12 derniers mois, 2021, il y aura un élément négatif ici en 2021. Sur les 12 derniers mois ici, qu'est-ce qu'on va prendre? Donc, alors, donnez-moi juste un instant, les 12 derniers mois. OK, actuellement on a 7%. OK, je vais voir ce que pensent les analystes parce que les marges ici pourraient impacter positivement nos valorisations ici. Parce que si on prend 6%, c'est 20% de plus que précédemment. Et 20% de plus que précédemment, ça change beaucoup de choses. Ici, les analystes attendent à peu près à avoir des marges de 8%. D'accord? Donc, soit une évolution des marges ici. Qu'est-ce qu'on constate? Est-ce que nous avons une évolution des marges quand même ici quand on regarde? Pas tant que ça. En fait, ce qui me fait peur, c'est ceci, c'est de prendre des marges de 6%, de 7% et me dire qu'à la fin, on va se retrouver à quelque chose comme ça. Et pour revenir à la moyenne de, disons, à 6%. Donc, il faut faire très attention ici quand on prend les marges. C'est un jeu assez dangereux, d'accord, parce que ça peut nous induire en erreur si on est trop optimiste ou bien si on est trop pessimiste, ok? Donc, ici, je vais prendre du 6%, ok? En me fiant à ce qu'on a ici comme information, je prendrai du 6%. OK? On va le mettre ici. Après, si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, toujours recouper l'information avec ce que dit le management. Quel est leur objectif, OK, à long terme, parce que le management a des objectifs de marge ici également. So, je prendrai 6%. Nombre d'actions en date d'aujourd'hui. Nombre d'actions, est-ce que nous avons un nombre d'actions qui augmente ou bien qui diminue? Actuellement, nous avons combien? Nous avons 212 millions d'actions, disons 213 millions d'actions. C'est plutôt stable. 213 millions, 213 millions. OK. Non, le PER moyen, ça sera 20, 22, 25 généralement, ou bien 17, 20, 22. Ce genre d'entreprise ici a généralement des PER assez élevés. D'accord? Donc, notamment, voilà, dû à la qualité et au fait que ce ne soit pas que les revenus soient à peu près, que ce ne soit pas très cyclique également. D'accord? So, sur les 20 dernières années, on a 19 fois les bénéfices, disons 20 fois les bénéfices. 10 dernières années, 21 fois les bénéfices, 21,4. 5 dernières années, 23 fois les bénéfices exactement. Sur les 3 dernières années, on a à peu près également 23 fois. Donc, je prendrai ici 17, 20, 22. Alors, je viens ici sur Finbox, d'accord? On cherche Thales et je mets déjà mon 17, 20, 22 ici. 17,
20 et 22. OK? 17, 20 et 22. OK. Donc, maintenant, si je prends ici 6% de 18 milliards 400, et je rappelle que le 18 milliards 400, on ne l'a pas encore, d'accord? L'année prochaine, 2023, on prévoit avoir 18 milliards 700. 18 milliards 400, c'est ce qu'on a eu en 2019. Donc, on prend ici une certaine normalisation, qu'on revienne au moins à ce qu'on a connu en 2019. Donc, 6% de ce montant-ci, ça donne 1 milliard 104 millions. D'accord? 1104. Ici, je mets 1104. Il faut déjà qu'on parle de la dette nette. Au niveau de la dette nette ici, qu'est-ce que nous avons comme information pour la dette nette? Alors, ici pour la dette nette, je retrouve quoi? À ce niveau-ci, je vois qu'on a une dette nette aux alentours de, en tout cas au mois de juin, je dis bien, au mois de juin 2022, on avait une dette nette de 800 millions. D'accord? 800 millions d'euros. Et rappelez-vous que sur nos dernières vidéos, quand on était en 2000, en début d'année ici, on était plutôt aux alentours des, si je ne me trompe pas, donnez-moi juste un instant, oui, ici, où est-ce qu'on avait pris ça? On était à 1 milliard et poussière, d'accord? Ici, on a moins que ça. Mais attention, quand je viens ici sur Finbox, on me met 3 milliards 290. Donc, on a plutôt du cash net ici. Est-ce qu'on a vraiment du cash net? Il faut que j'aille vérifier dans les rapports financiers. Mais au mois de juin ici, ce qui me dérange généralement, donc pour le troisième trimestre, on ne me donne pas d'informations sur la dette. On me parle de chiffre d'affaires, on me parle ici de, voilà, de contrats, un tout petit peu de marge, mais on ne me parle pas de la dette. Donc c'est généralement très incomplet. C'est pour ça que je fais généralement les analyses au trimestriellement pour les entreprises européennes. C'est un peu compliqué. Enfin, un peu compliqué, mais on peut toujours le faire dans le mois, au moins pour se dire qu'est-ce qui s'est passé sur le trimestre précédent. Je ne vous encourage pas à ne pas lire les rapports financiers trimestriels du troisième trimestre, d'accord? C'est pas ça que je vous ai dit. Attention, je vous encourage à lire tous les rapports financiers. Ça vous donne une idée générale de ce que fait ce qui a fait de ce que l'entreprise a fait sur les 3 mois précédents. À peu près s'il y a un risque à court terme, ça vous permet de l'évaluer rapidement, de l'identifier rapidement. OK? So, on continue ici. Au niveau de la dette nette, je vais aller sur Yahoo Finance. On m'a posé une question sur les agrégateurs ici parce que c'est comme ça que je les appelle. Notamment, pour moi, c'est un peu comme un certain entonnoir. Donc, toutes les informations, vous les retrouvez sur une seule plateforme. Ça peut être Yahoo Finance, ça peut être Zone Bourse, ça peut être Ticker, ça peut être Coifin. Ces informations-là, c'est toujours à prendre avec des pincettes parce qu'il peut toujours avoir une erreur. Et l'erreur, en fait, attention, je ne dis pas que le chiffre d'affaires, il y aura une erreur, mais je dis toujours recouper l'information avec ce que vous allez voir dans les rapports financiers à la fin. D'accord? Mais si vous devez lire ici, si vous devez regarder la tendance des revenus sur 10 ans ou bien des marges sur 10 ans, est-ce que vous allez lire chaque rapport financier? Vous comprenez que ça va être assez compliqué. Donc, la question qu'on m'avait posée tantôt, c'est de dire, mais pourquoi est-ce que les résultats, les revenus ne collent, pas les revenus, mais certains chiffres ne collent pas? Attention, il faudrait vérifier pourquoi. Au niveau de la dette sur les compagnies européennes, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Certains logiciels prennent en considération les obligations liées au loyer comme étant de la dette. Pourtant, ce n'est pas le cas. D'accord? So, il faut faire très attention par rapport à ça. OK? Donc, mais la marge d'erreur ici est voilà, c'est pas ça qui va déterminer, c'est pas ça qui va vous induire littéralement en erreur. Sauf si vous ne lisez jamais vos rapports financiers. Donc, ce n'est pas une raison de ne pas les utiliser, pas du tout. Mais il faut également connaître leurs limites, comme quand on utilise comment on appelle ça? Quand on utilise ici le PER, vous connaissez également la limite du PER. Comment est-ce qu'il faut l'utiliser? D'accord? Il n'y a rien qui est gravé dans la roche ici. Jamais. Posez-vous toujours la question pourquoi, comment. C'est très, très important. Donc, au niveau de la dette nette ici, je vais sur le site Yahoo Finance, juste pour regarder Quarterly, qu'est-ce qu'il me mentionne. Déjà, Quarterly, il ne me donne pas l'information, ce qui me dérange généralement. On me donne les 12 derniers mois, OK. Au niveau du balance sheet ici, qu'est-ce que je prends? Sur les 12 derniers mois ici, le Quarterly ici, on me donne au mois de juin, encore une fois. Qu'est-ce que j'ai encore comme information ici? La dette nette, est-ce qu'on me la donne? Il ne me donne même pas de dette nette ici. Là, je suis un peu partagé, je ne sais pas ce que je vais prendre. D'accord? Donc, si je vais regarder les rapports financiers ici, on n'a pas le temps de le faire. Donc, je vais couper la poire en deux. On va faire simple. La dette nette qui est affichée ici, je ne vais pas la prendre en considération. Enfin, le cash net qui est ici, je ne prendrai pas ce cash net-là en considération. Même s'il y a 3 milliards présentement ici, c'est vrai que l'impact de 3 milliards, ça va représenter à peu près 15 euros de différence dans nos valorisations ici. Mais j'ai choisi délibérément de ne pas prendre cela. Avant, il faut déjà faire les vérifications ici. OK? Donc, ce qu'on va faire ici,
c'est directement aller sur 22 fois les bénéfices. Ça veut dire qu'à 22 fois les bénéfices, on a à peu près 24 milliards 288, ok, ici, divisé par le nombre d'actions, 211 millions d'actions. Ici, on a combien? 213. Bon, elle rachète ses actions, 211, 213. Je vais diviser ça par 213 pour ne pas se casser la tête, d'accord? On va mettre ici divisé par 213. Donc, toujours vérifier même sur Yahoo Finance. Qu'est-ce que Yahoo Finance nous donne ici comme information? Donc, encore une fois, comme je le disais, ne prêtez pas, voilà, ne soyez pas pointilleux sur l'exactitude. Donc, s'il y a une marge d'erreur de 25%, là, allez regarder 10%, voilà, c'est assez correct. Ça ne changera pas grand-chose non plus. Mais tout en sachant que quand je vais questionner les rapports financiers, si les rapports financiers me disent que c'est ça le chiffre, les rapports financiers disent toujours la vérité. D'accord? Ici, les agrégateurs, ça dépend de comment est-ce qu'on a rentré le truc dans le logiciel. Donc, faites attention à ça. Ça dépend également de la comptabilité de la zone. D'accord? So, 212, donc je prendrai le 211 ici. Donc, vous voyez qu'ici, c'est un peu plus précis. OK? Donc, parce que là, on s'arrête en juin. Ici, on s'arrête en septembre plutôt. D'accord? Donc, ici, je prends ça. Je divise ici par le nombre d'actions, 211. On va mettre 211,7. Ça fait ici 115 dollars l'action. À 22 fois les bénéfices, on aura 115 dollars l'action pour la compagnie Thales. OK? À 22 fois les bénéfices, on sera à 1,15. Par rapport à ce qu'on avait précédemment ici, vous voyez que notre valorisation ici a été impactée de 80% en supplément par rapport à ce qu'on avait précédemment. Ici, on avait à peu près 88 dollars, 89 euros l'action, je pense bien. D'accord? Donc, si on était à 115 en date d'aujourd'hui, vu qu'on a pris 6% de marge au lieu de 5%, c'est 20% de plus que précédemment. Donc, on va se dire ici que l'impact ici, voilà, c'est 20% en supplément par rapport à la valorisation qu'on avait précédemment. Donc, en date d'aujourd'hui, à 121 euros, on va se dire que Thales est correctement évalué encore une fois. OK? Mais si maintenant on prend en compte, si maintenant elle a réellement 3 milliards de cash net, l'impact sera positif aux alentours de 15 dollars, 15 euros en supplément. Donc vous prenez juste ce chiffre-ci divisé par ça, ça sera 15 euros et plus, mais je vais prendre 15 euros ici pour faire simple. Donc on aura 15 euros en supplément, donc ça va faire quoi exactement? 130 par là, d'accord? Comme c'est affiché ici. Donc que ce soit 130, 115, techniquement, la différence n'est pas énorme, OK? Ça ne représente pas une opportunité d'investissement extraordinaire non plus, OK? So, au prix actuel, si vous avez vos actions Thales et que vous êtes en train de réfléchir, est-ce que je dois vendre, etc., non. Je ne vois clairement pas une raison valable de vendre ici. On n'est pas clairement surévalué. Si Thales était pricé ici à, disons, à 200 euros l'action, alors qu'elle vaut réellement 130 euros, là, peut-être qu'on aurait réfléchi. Mais en date d'aujourd'hui, c'est tout à fait correct. Comme précédemment également. Donc, c'est assez correct ici. Donc, 6 mois plus tard, après avoir évalué la compagnie, ici, on se voit que, voilà, elle se porte bien mieux que précédemment. Mais n'oubliez pas, j'ai pris certains éléments ici, comme qu'on n'a pas encore vérifié, notamment le niveau de revenu. D'accord? Donc, on continue à monitorer le business ici, tout en vérifiant que Thales continue à livrer la marchandise. OK? Ceci n'est que mon avis, d'accord? Donc, au niveau du dividende maintenant, si Thales vous reverse la totalité des marges, voilà, des bénéfices nets ici, on était à peu près à combien? 1 milliard combien? Où est-ce que j'ai cette information-là? On était à combien? On était à peu près 100, ok, 1 milliard 104, donc je vais prendre 1,1 ici, divisé par la capitalisation boursière actuelle. On a à peu près 25 milliards, donc on va mettre 25,82, divisé ici par 25,82, on aura à peu près 4%, d'accord, de rendement. Donc c'est pour ça que je dis qu'en date d'aujourd'hui, 4% de rendement par rapport aux dividendes versés en date d'aujourd'hui. Si ces dividendes avaient l'habitude d'augmenter, il y a de grandes chances qu'ils continuent à le faire. De toute façon, le maximum ici est de 4% en date d'aujourd'hui, d'accord. Quand on prend le dividende ici, voilà, il est safe, simple, il est assez safe. Si on l'a coupé ici, c'est pour des bonnes raisons. Donc, il ne faut pas avoir peur quand on coupe un dividende ici. Ça paye pour des bonnes raisons. OK? Pour moi, je pense que Thales est correctement évalué, comme je l'ai dit précédemment. Le dividende ici, il est safe. D'accord? Idéalement, c'est une compagnie, quand je dis idéalement, c'est une compagnie qui pourrait moi m'intéresser. Et je répète encore que ce n'est que moi. OK? Ce n'est pas vous. OK? Donc, je me garde au moins généralement une marge d'erreur de 50%. Si ce n'est que, dépendamment s'il y a une croissance, etc., je peux encore faire une entorse et me mettre aux alentours de 40% minimum. Donc ici, Thales pourrait m'intéresser aux alentours des 72, 75 euros l'action. Et encore, c'est pas parce que Thales va coter à 80 euros l'action que je ne veux pas la regarder. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas être très pointilleux par rapport à l'exactitude de ce chiffre-là.
Je voulais toujours dire, laisser une marge ici. Investir, c'est pas une question de... ce sont pas des mathématiques en tant que telles. C'est vraiment un mix des deux. Il faut vraiment prendre le qualitatif et le quantitatif. D'accord? C'est pas parce que Thales cote à, voilà, à 85 euros que je vais quand même serrer le cas et me dire que non, j'attends les 72, j'attends les 72, j'attends les 72. À 85 euros, je peux quand même, si je pensais mettre 5% de mon capital sur Thalès, je pourrais peut-être commencer à mettre 1%. D'accord? Parce qu'on ne sait jamais ce que le marché peut faire du jour au lendemain. OK? Le 85 ici peut être la dernière fois qu'on voit du 85 avant très très longtemps. Mais attention, si je vais acheter du Thalès cote ici à 115 et on me propose du Thalès ici à 100 euros ou bien à 90 euros, peut-être que ça ne va pas m'intéresser parce que le différentiel n'est pas énorme, d'accord? Donc, comme je l'ai dit précédemment, ceci n'est que mon avis. Idéalement, c'est une entreprise qui m'intéresse aux alentours des 80 euros l'action, d'accord? Idéalement, dans cette zone-là. Sinon, ici, pour ceux qui possèdent l'action aux alentours des 80, 60 euros, voilà, vous avez un très bon prix en date d'aujourd'hui. Ceux qui l'ont surtout à 60 euros, ici, il faut que le yield on cost est de 4%, d'accord? Enfin, votre dividende ici est presque de 4%. Et par rapport au dividende versé en date d'aujourd'hui, vous êtes presque aux alentours de 8%. Donc, si elle vous reverse la totalité des bénéfices nets ici par rapport à votre prix d'acquisition, vous êtes à 8%. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.